connaissez sûrement l'histoire de l'invasion russe en Ukraine. Mais voici ce qui bouleverse totalement cette version des faits. Certains Russes choisissent de se battre pour l'Ukraine. Ils prennent les armes, traversent les frontières et risquent leur vie pour s'opposer à leur propre pays. Cette année, 3 milices russes indépendantes ont pris les armes contre leur propre État. Denis Nikitin est le fondateur du Corps des volontaires russes, une milice qui combat aux côtés de l'Ukraine. Un groupe de Russes s'entraîne pour partir au combat contre leurs propres concitoyens. La nouvelle unité, officiellement intégrée à l'armée ukrainienne, est appelée Bataillon de Sibérie. Et bientôt, ils viseront les positions russes. Ils font partie du Bataillon de Sibérie. Ce sont des personnes venant de villes comme Moscou, de lieux éloignés comme Yakoutsk, ou de petites villes comme Irkoutsk, qui ont décidé de combattre le système même dans lequel elles ont grandi. Le plus incroyable, c'est que ces histoires ne concernent pas uniquement des rêveurs idéalistes ou des manifestants en colère. Parmi eux, on trouve d'ex-soldats ayant combattu pour Poutine et des membres de minorités ethniques défavorisées pour des raisons qui seront expliquées. Cette vidéo explore les histoires les plus surprenantes de la guerre. Des Russes qui risquent l'exil, la torture, voire la mort pour s'opposer à la machine de guerre de Poutine. Ils n'ont pas seulement changé de camp, ils ont tout quitté, sécurité, foyer, familiarité, pour se battre pour un idéal. Si vous pensez que davantage de personnes devraient entendre leurs histoires, aimez et abonnez-vous. Votre soutien aide à briser le silence et indique à l'algorithme que cette histoire compte. Pour mieux les comprendre, découvrons ce qui pousse ces bénévoles à prendre une position aussi audacieuse. Ce ne sont pas seulement des personnes compatissantes envers l'Ukraine qui veulent aider, ce sont des Russes qui rejettent la gouvernance de leur pays. Ils ne détestent pas la Russie elle-même, mais ne supportent pas la poigne de fer de Poutine, tout en étant souvent fiers de leur patrie. Beaucoup souhaitent la fin de son contrôle pour redonner fierté et liberté à la Russie. Ils voient la guerre en Ukraine comme faisant partie d'un problème plus vaste, le reflet d'un gouvernement corrompu, qui fait taire les voix et concentre tout le pouvoir entre les mains de quelques-uns. Certains rêvent d'une Russie où les gens peuvent s'exprimer librement sans craindre des représailles. D'autres souhaitent que leur région, éloignée de Moscou, ait plus de pouvoir décisionnel sur la gestion des affaires. Ce mouvement a pris de l'ampleur depuis l'invasion totale de la Russie en 2022 et continue de croître. Aujourd'hui, en 2025, les responsables ukrainiens estiment qu'environ 2500 à 3000 Russes combattent pour l'Ukraine d'une manière ou d'une autre. Bien qu'il soit difficile de connaître les chiffres exacts, car beaucoup gardent leur identité secrète pour leur sécurité, une chose est évidente. Ce n'est pas seulement quelques personnes, c'est un véritable mouvement qui prend de l'ampleur. Cette diversité transparaît également dans leur parcours. Un examen attentif révèle à quel point ces bénévoles diffèrent les uns des autres. Ils viennent de tous les horizons, ce qui rend leur choix de se battre encore plus frappant. Certains sont d'anciens soldats russes qui ont servi dans l'armée, mais qui en ont eu assez des ordres qu'ils jugeaient mauvais. Beaucoup ont été envoyés en Ukraine dès les premiers jours de la guerre et ont vu la destruction de leurs propres yeux. Des villes rasées, des familles déchirées, et ils ont décidé qu'ils ne pouvaient plus continuer à se battre pour la Russie. À la place, ils ont changé de camp. D'autres sont d'anciens militants qui manifestaient en Russie, brandissant des pancartes ou partageant des publications en ligne, mais ont fui quand la police a sévi. Certains sont même d'anciens prisonniers de guerre qui ont été capturés par l'Ukraine et ont choisi de rester et de se battre plutôt que de retourner en Russie, où ils pourraient être punis. Ou pire. Il y a aussi des minorités ethniques, venant de régions comme la Bouriatie, la Yakoutie ou la Kalmoukie. Ces groupes ont le sentiment que Moscou les traite comme des citoyens de seconde zone. Ils sont souvent envoyés en très grand nombre dans les zones les plus dangereuses de la guerre, comparées aux autres. Des études indépendantes révèlent que le taux de mortalité des soldats de ces régions est 2 à 3 fois plus élevé que celui des Russes ethniques des grandes villes. Par exemple, les minorités représentent environ 1 personne sur 10 en Russie, mais un quart des soldats sont tués en Ukraine. La pauvreté dans leur région les pousse à s'engager dans l'armée pour survivre, puis ils sont envoyés dans les pires combats sans considération. Prenons l'exemple des Bouriates, originaires d'une région proche de la Mongolie, avec leur langue et traditions propres. Beaucoup ont rejoint l'armée parce qu'il n'y a pas assez d'emplois chez eux, mais ils se retrouvent dans les endroits les plus dangereux. Selon des rapports ukrainiens, les unités bouriates auraient perdu environ 30% de leurs combattants lors des combats autour de Donetsk en 2024. L'histoire est similaire pour les Yokuts du Grand Nord glacial, où la vie est déjà ardue en raison du climat rude. Les Kalmouks, un peuple bouddhiste du Sud, estiment que les dirigeants de Moscou se désintéressent complètement d'eux. Pour ces groupes, la guerre est un autre moyen pour la Russie de les exploiter, comme lors de conflits passés en Tchétchénie et ailleurs. Quand ils rejoignent le camp de l'Ukraine, ils se battent contre ce système injuste. Leurs compétences acquises dans l'armée russe
tels que la gestion du froid et l'utilisation de certaines armes, aident grandement l'Ukraine. Ils connaissent les tactiques, car ils se sont entraînés sous les mêmes officiers qu'ils combattent maintenant. Cela donne à l'Ukraine un avantage considérable pour planifier des attaques ou des défenses. Comprendre ce qui les motive permet de mieux anticiper leurs prochaines actions. Ils ne traversent pas simplement la frontière pour se battre seuls. Ils se regroupent, formant des unités qui transforment leur colère et leur expérience en quelque chose dont l'Ukraine peut réellement tirer parti. L'un des principaux groupes est le Corps des volontaires russes, ou Corps des volontaires russes. Cette unité est connue pour ses actions audacieuses, comme s'infiltrer à travers la frontière en Russie et dans des régions comme Bryansk ou Belgorod, pour frapper les lignes d'approvisionnement ou semer le trouble. Les raids forcent la Russie à retirer des troupes du front pour défendre son territoire. Le RVC est dirigé par Denis Nikitin, alias White Rex. C'est une figure controversée car il a été associé par le passé à des idées nationalistes d'extrême droite. Nous en parlerons plus tard. Mais dans cette guerre, le RVC se focalise sur le combat contre Poutine, qu'il voit comme le véritable ennemi des authentiques valeurs russes. En mai 2024, ils ont mené un raid à Belgorod, prenant le contrôle de petits villages pendant quelques heures et détruisant du matériel russe. L'Ukraine affirme avoir détruit plus de 15 véhicules lors de l'attaque. La Russie a qualifié cela de terrorisme, mais le RVC a déclaré vouloir montrer que les frontières russes ne sont pas aussi sûres que le prétend le Kremlin. Un combattant a avoué que retourner en Ukraine était étrange pour lui, ayant toujours considéré la Russie comme son foyer. Mais maintenant, c'était l'endroit qu'il devait attaquer pour le sauver. L'Ukraine garde ses distances publiquement avec le RVC en raison du passé de Kapustin, mais leur collaboration se poursuit pour perturber les approvisionnements russes. Le RVC compte environ 200 combattants russes ayant traversé au début de la guerre. Ils utilisent fréquemment des armes russes capturées, donnant l'impression lors de leurs attaques que la Russie se bat contre elle-même. Ces derniers mois, les forces spéciales ukrainiennes ont attaqué des positions russes avec des mitrailleuses lourdes vers Kupiansk. Ils ont même reçu des drones navals Catherine avancés en avril de cette année pour soutenir les frappes en mer Noire. Mais tous les volontaires ne veulent pas forcément mener des raids et disparaître. Certains réfléchissent à plus long terme. Construire une force qui pourrait un jour marcher de nouveau en Russie, c'est bien plus qu'une simple unité fantôme. Cela nous amène à la Légion Liberté de la Russie, ou Légion Liberté de la Russie qui a commencé en 2022, avec des déserteurs russes et des prisonniers de guerre qui ont refusé de rentrer chez eux. Aujourd'hui, il compte bien de plus d'1 millier de combattants, dont l'objectif est de renverser Poutine et de construire une Russie où les gens peuvent voter et s'exprimer librement. Ils mènent le programme Chemin de l'honneur, qui aide les soldats russes à déserter en sécurité, en leur offrant une issue et de l'assistance. Les lourdes défaites russes, comme à Bakhmut, ont attiré des centaines de nouveaux combattants. Des déserteurs arrivent tremblants, en uniforme russe, avec les plaques d'identité de leurs camarades morts dans les poches. Ils troquent leurs uniformes pour des tenues ukrainiennes et commencent aussitôt l'entraînement. À la fin de 2024, lors d'une contre-offensive à Kharkiv, la LFR a aidé à repousser les forces russes, reprenant plus de 150 km² de territoire. Ils excellent dans les combats urbains, où les affrontements sont rapprochés et brutaux. En juin, ils ont attaqué un dépôt de carburant russe dans la Zaporijia occupée, perturbant l'approvisionnement et ralentissant une offensive. Contrairement au RVC, l'engagement démocratique du Force russe libre les rend moins controversés, et ils reçoivent un meilleur équipement de l'Ukraine, comme des drones et des armes anti-chars. Menés par d'ex-militaires, ils sont fiables au combat. Ils créent aussi des vidéos et des messages en ligne incitant les Russes à s'opposer à Poutine, atteignant des millions de personnes. Selon les services de renseignement ukrainiens, ces messages ont poussé environ 200 soldats russes à déserter depuis janvier. En mars, ils ont fêté 3 ans de combat, témoignant de leur engagement durable. Et puis il y a ceux qui ne se battent pas seulement pour une Russie libre, mais aussi pour leurs patries oubliées, des endroits que Moscou exploite depuis des décennies, sans rien leur rendre. Le bataillon Sibir est principalement composé de Bouriats, de Yakoutes et d'autres minorités sibériennes. Ce groupe, créé en 2023, et composé d'environ 60 combattants, s'oppose fermement à ce qu'il nomme l'Empire de Moscou. Il considère que le gouvernement russe utilise des régions éloignées comme la leur pour mener ses guerres tout en leur donnant peu en retour. Leur bataillon est dirigé par Vladislav Amosov, un ancien officier du renseignement militaire russe, direction générale des renseignements russes, qui a fait défection après avoir constaté comment les minorités étaient traitées dans l'armée. En juillet, ils ont attaqué un dépôt de ravitaillement à Louhansk occupé, détruisant pour plusieurs millions de dollars de carburant et d'armes. Pour Amosov, ce n'était pas seulement une question de stratégie. Il a dit que voir des soldats russes capturés et le traiter de traître lui rappelait pourquoi il était parti. Parce qu'il refusait de rester silencieux pendant que son propre peuple était utilisé comme chair à canon.
Les compétences du bataillon sibérien, acquises en Sibérie comme survivre aux hivers glacials et naviguer sur des terrains difficiles, sont précieuses dans des batailles mobiles comme à Zaporizhia, où ils ont maintenu les routes d'approvisionnement ouvertes malgré de fortes chutes de neige. L'Ukraine leur fait confiance car leur colère envers Moscou est profonde, rendant improbable une trahison. Le bataillon utilise aussi ces raids pour montrer que le peuple russe lui-même se retourne contre la Russie, en partageant des vidéos de leur mission en plein territoire russe. En juillet, ils ont capturé des soldats russes blessés lors d'un combat dans la forêt de Kharkiv. Ces groupes collaborent souvent, ajoutant une dimension supplémentaire à leurs efforts. En mars de l'année dernière, le RVC, le Force russe libre, et le bataillon Sabir ont travaillé ensemble lors d'un raid à Belgorod. Ils ont traversé depuis l'Ukraine, ont tenu leur position pendant des heures et ont forcé la Russie à envoyer 10 000 soldats pour les affronter, détournant ainsi ses troupes des combats à Donetsk. Les rapports ukrainiens indiquent que le raid a détruit du matériel et causé des dizaines de pertes russes. Ce type d'action conjointe montre comment ces volontaires acceptent des missions dangereuses dont l'armée régulière ukrainienne pourrait se détourner, mais ce n'est pas toujours facile. L'Ukraine doit jongler avec ses différents objectifs, comme le nationalisme du corps des volontaires russes, la volonté de démocratie de la Légion Liberté de la Russie et les revendications des forces de Sibérie sur les droits régionaux, afin de maintenir la cohésion entre tous. Certaines unités intègrent même de plus petites factions, comme le corps des volontaires russes, qui a ajouté le groupe karélien fin 2023 comprenant des séparatistes du nord-ouest russe voulant plus d'autonomie pour leur région. Qu'est-ce qui les pousse à tout risquer ? Beaucoup se résument au ras-le-bol de la situation actuelle. Ils sont en colère contre le régime de Poutine pour sa répression de la liberté d'expression, l'emprisonnement des manifestants et les crimes de guerre. En juin, l'Organisation des Nations Unies a confirmé plus de 13 300 morts civils en Ukraine, sans compter les milliers d'autres, probablement non répertoriés, dans des villes comme Mariupol, où des quartiers entiers sont encore en ruine. Les bénévoles entendent parler de torture, de fausses communes et d'écoles bombardées, et cela les touche profondément. Ils pensent que l'inaction les rend complices du problème. Beaucoup ont aussi des motivations personnelles. Certains ont perdu des membres de leur famille ou des amis lors de manifestations en Russie, où plus de 20 000 personnes ont été arrêtées pour avoir pris la parole depuis 2022, selon des groupes comme OVDINFO. D'autres ont vu des proches ou des camarades soldats mourir lors d'attaques inutiles, comme à Bakhmut, où les commandants russes ont envoyé vague après vague de troupes à la mort. Ces pertes renforcent leur détermination à lutter pour la justice, une raison encore plus profonde pour les minorités ethniques. Des groupes comme les Bouriats et les Yakoutes sont envoyés dans les pires zones de la guerre. Ils sont traités comme de la chair à canon, envoyés mourir dans des endroits comme Donetsk et Kharkiv. Des rapports récents soulignent que les peuples autochtones de l'Arctique et les migrants d'Asie centrale sont surreprésentés parmi les victimes, la Russie les forçant à servir. Ils veulent une Russie où leurs communautés ne sont pas utilisées de cette manière, où elles ont une véritable voix. Beaucoup font également face à des menaces personnelles, comme le risque d'arrestation pour s'être exprimés, ou de harcèlement envers leur famille. Pour eux, fuir en Ukraine est le seul moyen de vivre sans peur. Ils considèrent que rester neutre, c'est laisser le système gagner, alors prendre les armes leur semble être la seule option qui reste. Leurs rêves pour la Russie varient. Certains veulent une démocratie complète, où chacun peut voter et s'exprimer librement. D'autres veulent que leur région ait plus de pouvoir pour que Moscou ne puisse plus tout contrôler. Un dicton parmi les combattants de Sibérie dit qu'ils préfèrent mourir libres que vivre comme des instruments de Poutine. Ce genre de conviction les motive, et c'est pourquoi les programmes de défection ont vu une augmentation de 15% des soldats russes qui ont pris contact cette année. Selon les analystes, plus de 50 000 désertions ont eu lieu depuis 2022, révélant une baisse de morale. Ces volontaires ne font pas que se battre, ils apportent quelque chose de spécial à l'effort de guerre de l'Ukraine. Sur le champ de bataille, ils sont essentiels. Leurs raids dans des régions russes comme Bryansk ou Kursk sèment le chaos, obligeant la Russie à protéger ses propres frontières. Pendant les premiers mois de l'année, ces attaques ont mobilisé des milliers de soldats russes, soulageant la pression sur des villes comme Kharkiv en Ukraine. Les tactiques de harcèlement du force russe libre, telles que faire exploser des dépôts de carburant ou tendre des embuscades à des convois, freinent la progression russe. À Donetsk, leurs sabotages ont retardé les attaques de plusieurs semaines. Leur maîtrise des tactiques russes s'avère cruciale lors des combats urbains ardus, comme à Bakhmut. Beaucoup ont été formés dans l'armée russe, donc ils connaissent les stratégies des commandants, les mouvements des troupes et les points faibles potentiels. Au début de l'année, les combattants du Force russe libre et du RVC ont aidé à tenir des rues à Bakhmut, évitant l'encerclement d'une unité ukrainienne. La capacité des Italiens de Sibérie à travailler dans des hivers brutaux a permis de maintenir le ravitaillement des troupes isolées en munitions pendant les tempêtes de neige. Leurs attaques ciblent non seulement les lignes de ravitaillement, mais chaque mission envoie également un message aux Ukrainiens avec qui ils combattent
et aux Russes observant depuis l'autre côté de la frontière. Leur connaissance approfondie des bases, convois et systèmes russes leur permet de frapper des cibles cruciales. En juin, le Force russe libre a détruit un pont dans la région occupée de Rostov, bloquant des routes essentielles pour les renforts russes et causant des millions de pertes dues au retard. Des dirigeants comme Amosov, ex-membre du Direction générale des renseignements russes, partagent des informations de haut niveau sur le fonctionnement des postes de commandement russes. Cela a aidé l'Ukraine à frapper un poste à Louhansk, éliminant des hauts responsables et plongeant les plans dans le chaos. En juin, les rapports ukrainiens attribuent à ces volontaires plus de 150 missions de sabotage, même s'il est difficile de confirmer le nombre exact. Au-delà des combats, leur impact symbolique est immense. Voir des Russes se battre contre d'autres Russes met à mal l'affirmation de Poutine, selon laquelle tout le monde en Russie soutient la guerre. Leurs vidéos montrant des drapeaux russes brûlés ou des soldats capturés circulant en ligne et poussent les gens à se poser des questions. L'Ukraine utilise cela dans sa propagande, diffusant les messages du Force russe libre qui ont atteint 4 millions de Russes sur Telegram cette année, ce qui a conduit 1000 soldats à contacter les lignes d'assistance à la défection. Ce choc psychologique est tout aussi important que n'importe quel char qu'ils peuvent détruire. Cela inspire de petits actes de résistance en Russie, comme la coupure de lignes électriques ou le déraillement de trains, face à l'augmentation des cas de sabotage dans le pays. Mais leur travail a des limites et d'énormes risques. L'Ukraine ne leur fait pas totalement confiance, ce qui est compréhensible. La loyauté est toujours difficile à prouver quand quelqu'un vient des rangs de l'ennemi. Les volontaires sont soumis à une vérification pouvant durer des mois, limitant parfois les missions auxquelles ils peuvent prendre part. Cette année, les services de renseignement ukrainiens ont découvert quelques espions se faisant passer pour des déserteurs, renforçant ainsi la vigilance. Cette suspicion crée des tensions. Les volontaires se sentent souvent sous surveillance constante, devant prouver leur valeur quotidiennement. Si la Russie les capture, c'est presque la mort assurée, souvent après des tortures. Les tribunaux russes prononcent désormais des peines de prison à vie pour trahison, et près de 100 volontaires ont été exécutés depuis 2022, selon des groupes de défense des droits de l'homme. Les familles restées au pays font face à des difficultés telles que les descentes de police, le chômage, voire pire. Cette année, plus de 600 familles ont signalé du harcèlement. Les bénévoles essaient de se cacher avec des masques ou de faux noms, mais la technologie russe de reconnaissance faciale rend cela difficile. Il y a également le risque d'être exploité puis délaissé. L'Ukraine a besoin de ses soldats actuellement, mais qu'adviendra-t-il une fois le conflit achevé ? Certains craignent d'être vus comme des fardeaux, particulièrement si des pourparlers de paix forcent l'Ukraine à s'éloigner des dissidents russes. Les volontaires en sont conscients, pourtant ils continuent de se battre. Leur impact, bien que réel, ne change pas la donne à lui seul. Ils restent une petite force, mais ils ont un impact bien supérieur à leur poids. Cependant, l'avenir reste très incertain, et les risques après la guerre demeurent élevés. Les groupes tosicios des débats, l'Ukraine a besoin de leurs compétences, mais certains, comme le RVC, sont problématiques. Le passé d'extrême droite de Kapustine préoccupe l'Occident, et des responsables européens questionnent les liens Ukraine-RVC. L'Ukraine déclare que le RVC opère indépendamment, mais leur collaboration lors de raids crée un équilibre fragile. Les reportages sur le RVC alimentent les débats sur l'éventuel recours de l'Ukraine à des extrémistes. Abandonner le RVC signifierait perdre un allié efficace pour contrecarrer les plans russes, donc ce n'est pas une décision aisée. La force russe libre et le bataillon de Sibérie sont moins critiqués. Le discours de la force russe libre sur la démocratie et l'accent mis par Sabir sur les luttes des minorités correspondent au mieux au message de l'Ukraine. Cependant, beaucoup d'Ukrainiens se méfient des combattants russes, soupçonnant des motivations cachées derrière leur engagement. Les avis internationaux sont partagés. Certains alliés craignent l'extrême droite, d'autres voient les volontaires comme cruciaux pour affaiblir Poutine. La Russie utilise tout cela pour alimenter son propre récit. Les médias d'État russes traitent ces volontaires de traîtres ou de nazis, omettant le fait qu'ils sont des Russes combattant leur propre gouvernement. Cela aide Poutine à rallier du soutien et à justifier l'envoi de plus de troupes à la frontière ou le bombardement de zones où des volontaires pourraient se trouver, tuant parfois des civils. C'est un cercle vicieux. Les actions des volontaires avantagent l'Ukraine, mais causent aussi des problèmes. Par exemple, la Russie a intensifié sa traque, le service fédéral de sécurité ayant tué plusieurs volontaires cette année, y compris des frappes ciblées, comme une voiture piégée à Kiev qui a éliminé 2 dirigeants du Force russe libre. Ce qu'il adviendra de ces volontaires lorsque la guerre prendra fin est une grande question sans réponse claire. Si l'Ukraine l'emporte, certains espèrent y rester, estimant que c'est plus sûr que la Russie sous Poutine. Environ 1200 personnes ont demandé à vivre en Ukraine, mais seulement 250 ont réussi à passer les contrôles de sécurité rigoureux.
L'engagement du Force russe libre pour la démocratie pourrait être bien accueilli, mais les liens nationalistes du RVC pourraient sembler risqués. Si Vladimir Poutine reste au pouvoir, retourner en Russie est exclu. De nouvelles lois prévoient la prison à vie et l'humiliation publique pour les déserteurs. Plus de 600 familles de volontaires ont déjà perdu leur maison ou leur pension. Partir pour d'autres pays comme la Pologne ou la Lituanie est une option, mais c'est difficile. Seuls 350 ont obtenu l'asile, et des pays comme l'Allemagne en ont rejeté beaucoup en raison de craintes d'extrémisme. Certains volontaires pourraient se retrouver sans nulle part où aller, coincés sans pays. Quelques-uns parlent de construire leur propre communauté en exil, mais c'est difficile sans argent ni soutien. Cette incertitude pèse sur eux, mais elle les pousse aussi à prouver leurs valeurs à travers d'autres missions. Leur lutte révèle un problème plus large, en Russie. Les manifestations anti-guerre ont mené à plus de 20 000 arrestations jusqu'à présent. Regardez simplement ce cas d'une brutalité absolue. Les raids et les vidéos des bénévoles inspirent de petits actes de résistance, comme couper l'électricité des bases militaires ou faire dérailler des trains, ce qui a augmenté de 25% cette année. L'appel du Force russe libres à des élections libres enthousiasme les jeunes Russes en ligne. La campagne de Sabir pour le pouvoir régional parle aux minorités qui représentent un Russe sur 5. Même le nationalisme du RVC attire des personnes qui veulent une Russie libérée du régime de Poutine. Ces idées sont parfois incompatibles, et le contrôle strict en Russie, avec des caméras surveillant 80% des villes, rend la dissidence risquée. Malgré le silence de la majorité des Russes, les sondages indiquent qu'entre 50 et 70% d'entre eux soutiennent toujours Poutine. Ce n'est pas une véritable révolte, mais les actions des bénévoles sèment les graines du changement. Des enquêtes menées auprès des soldats russes en Ukraine montrent que près des 3/4 souhaitent une fin immédiate de la guerre, ce qui laisse entrevoir une lassitude croissante. Le poids émotionnel de leur choix est ce qui les pousse à continuer. Ils vivent dans un danger constant, sachant que chaque mission pourrait être la dernière. L'Ukraine ne peut pas toujours les protéger, car ses ressources sont mobilisées pour défendre des villes comme Odessa, qui ont été durement touchées cette année, et comptent plus de 2000 morts civils. Pourtant, les volontaires continuent de s'engager. Ils s'entraînent dans des camps secrets, apprenant à utiliser des armes de l'OTAN comme les javelins, qu'ils retournent contre leur ancienne armée. Leur engagement vient de la conviction que se battre maintenant pourrait sauver des vies plus tard, même s'ils ne voient pas eux-mêmes les résultats. Cette histoire ne se classe pas aisément. Ces volontaires ne sont pas simplement des héros ou des traîtres. Ces personnes, prises dans une guerre, doivent faire des choix difficiles. L'Ukraine compte sur eux pour des victoires tactiques, mais les tient à distance pour éviter des répercussions politiques. La Russie les diabolise pour mobiliser son peuple, mais craint néanmoins les doutes qu'ils sèment. Leur nombre a dépassé 2500 combattants actifs, une petite mais croissante épine dans le pied du Kremlin. Ils ont choisi d'agir, risquant tout pour une chance de voir une Russie différente. Qu'ils soient le premier pas vers le changement ou simplement une note de bas de page, leur combat prouve que même en temps de guerre, certains franchiront les lignes pour ce en quoi ils croient. Dans une guerre fondée sur la peur et le contrôle, ces Russes ont choisi une chose à laquelle Moscou ne s'attendait pas. Se battre pour la liberté, même si cela doit leur coûter tout ce qu'ils ont.